Ma sœur a prétendu que je représentais un danger pour mes propres enfants, alors je me suis assuré qu'elle perde la garde. Je suis un père célibataire de 34 ans, élevant seul 2 enfants incroyables, mon fils de 8 ans et ma fille de 5 ans. La vie n'a pas toujours été facile, mais j'ai travaillé dur pour offrir à ma famille un foyer stable et heureux. Ma sœur, Danielle, a 37 ans. Elle est mariée à Jacob, et ensemble, ils ont 2 enfants, un garçon de 10 ans et une fille de 7 ans. Sur le papier, la vie de Danielle semble parfaite. Elle a un emploi bien rémunéré dans le secteur corporate, une grande maison dans la banlieue, et un mari au foyer qui semble tout gérer à la perfection. Mais croyez-moi, tout n'est pas aussi idyllique qu'il y paraît. Danielle et moi n'avons jamais été proches. En grandissant, elle était l'enfant modèle, celle qui suivait toutes les règles, obtenait des notes parfaites et rendait nos parents fiers. Moi, en revanche, j'étais l'enfant rebelle, celui qui contestait l'autorité, faisait des erreurs, et selon nos parents, leur donnait des cheveux gris. Danielle aimait afficher son succès, même à l'époque. Elle obtenait une bonne note à un test et laissait volontairement sa copie traîner là où je pouvais la voir, juste pour me rappeler à quel point il était facile pour elle d'être parfaite. Une fois adulte, notre relation n'a guère évolué. Danielle a toujours eu ce complexe de supériorité. Elle prétend offrir des conseils utiles, mais il s'agit souvent de critiques déguisées. Quand j'ai décidé de devenir graphiste indépendant, elle m'a dit que c'était un job de passe-temps et m'a demandé si j'avais réfléchi au genre d'exemple que je donnais à mes enfants. Lorsque mon fils a choisi la danse plutôt que le football, Danielle a insinué que je l'avais condamné à une vie de harcèlement. Et ne parlons même pas du jour où elle m'a demandé si j'épargnais pour une thérapie parce que la couleur préférée de ma fille était le noir, et non le rose. Voilà qui est Danielle. Tout a vraiment commencé à déraper lors du dernier rassemblement familial, un barbecue dans le jardin de nos parents, un de ces rares moments où tout le monde est présent. Mes enfants jouaient avec leurs cousins, riaient et s'amusaient énormément. Mais bien sûr, Danielle n'a pas pu s'empêcher de faire une remarque, assez forte pour que tout le monde l'entende. Elle a dit quelque chose comme quoi je laissais mes enfants faire n'importe quoi et que ce n'était pas surprenant qu'ils n'écoutent jamais personne. J'ai ri sur le moment, parce que j'ai appris à ne pas la laisser m'atteindre. Mais je pouvais sentir le jugement de Jacob, qui était assis là, probablement en train de comparer mentalement mon style parental à leur tableau de tâches codés par couleur et à leurs horaires stricts de temps d'écran. Danielle et Jacob incarnent les parents hélicoptères. Leurs enfants n'ont pas le droit de manger du sucre, de se coucher après 19h30, ou de regarder quoi que ce soit qui ne soit pas éducatif. Jacob publie constamment des photos idéales de leurs soirées en famille ou de projets scientifiques faits maison, mais leurs enfants ont toujours l'air épuisés, comme s'ils vivaient sous une pression constante. Quant à Danielle, elle agit comme si être mère était une activité secondaire. Elle travaille de longues heures et passe la plupart de son temps aux événements familiaux sur son téléphone, n'intervenant que pour aboyer des ordres ou critiquer les autres. Environ une semaine après le barbecue, ma mère m'a appelé, visiblement mal à l'aise. Elle m'a dit qu'elle avait entendu, de la part de membres de la famille élargie, que Danielle disait des choses assez méchantes sur moi. Apparemment, elle racontait que je n'étais pas un parent apte, que j'étais trop laxiste et que mon style de vie instable allait détruire mes enfants. Elle aurait même insinué que quelqu'un devrait appeler les services de protection de l'enfance pour intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Ma sœur a prétendu que je représentais un danger pour mes enfants, alors je me suis assuré qu'elle perde la garde. J'étais stupéfait. Critiquer quelqu'un en face est une chose, mais aller dans son dos et dire des choses comme ça, c'est un tout autre niveau de trahison. Impliquer les services de protection de l'enfance, CPS, était une ligne rouge. Quelques jours plus tard, mon pire cauchemar s'est réalisé. On a frappé à ma porte, et 2 agents des services de protection de l'enfance se tenaient là. Ils m'ont dit qu'ils avaient reçu un signalement anonyme concernant des conditions de vie dangereuses et de la négligence. Mon cœur battait à tout rompre, mais je les ai laissés entrer. Ils étaient polis mais très minutieux. Ils ont posé des questions sur tout, de l'alimentation de mes enfants à leurs arrangements pour dormir. Ils ont même parlé à mon fils et ma fille, qui, bien que confus, ont été coopératifs. Après environ 1 heure, les agents m'ont dit que tout semblait en ordre et qu'ils allaient clôturer le dossier. Malgré tout, cette expérience m'a laissé bouleversé. Lors du prochain rassemblement familial, j'ai décidé de confronter Danielle. Je ne l'ai pas accusée directement, mais je lui ai demandé si elle savait quelque chose sur le rapport au CPS. Elle a esquissé un sourire et a dit quelque chose du genre « Les gens veulent juste ce qu'il y a de mieux pour les enfants, et parfois, il faut un regard extérieur pour voir la situation dans son ensemble. » Il m'a fallu toute ma force pour ne pas crier.
Mes parents étaient furieux en apprenant cela, mais ils ont refusé de couper les ponts avec Daniel, disant qu'il était important de préserver l'unité familiale. Jacob, bien sûr, a soutenu sa femme, affirmant qu'ils avaient toujours agi par amour, car je suis trop égoïste pour penser d'abord à mes enfants. À ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais pas leur faire confiance. J'ai commencé à tenir un journal de tout, chaque commentaire passif-agressif, chaque chose douteuse que je remarquais dans leur façon d'éduquer leurs enfants lors des réunions de famille. J'ai également commencé à prêter plus d'attention à leurs enfants, qui semblaient de plus en plus renfermés chaque fois que je les voyais. Je ne savais pas où cela allait me mener, mais une chose était certaine, je n'allais pas laisser Daniel et Jacob s'en tirer comme ça. Mise à jour 1. Les choses ont commencé à se dégrader peu de temps après la visite des CPS. Une soirée, alors que je faisais défiler mes messages, une notification est apparue. C'était un ancien ami de Jacob, quelqu'un qu'il avait fréquenté avant son mariage avec Daniel, mais avec qui il avait perdu contact. Cette personne a commencé par me demander si tout allait bien, ce qui m'a immédiatement rendu méfiant. Puis, elle a lâché une bombe, Jacob se plaignait de son mariage sur des forums en ligne privés. Apparemment, il souffrait du comportement contrôlant de Daniel et se sentait piégé. Selon les messages, le besoin de contrôle de Daniel s'étendait bien au-delà des enfants, elle micromanageait chaque aspect de leur vie, des horaires aux finances. Dans un post, Jacob avait même admis qu'il se sentait parfois comme un autre de ses enfants plutôt que son mari. Cet ami n'avait pas de capture d'écran, mais il m'a suggéré de regarder les réseaux sociaux de Daniel et Jacob pour trouver des indices. Ce soir-là, je suis tombé dans un véritable terrier de lapins. Les réseaux sociaux de Daniel étaient remplis de photos de leur famille parfaite, des photos de vacances, des dîners de fête, et des posts d'anniversaire joyeux. Mais plus je regardais, plus je remarquais des fissures. Jacob semblait souvent tendu, et les enfants souriaient rarement de manière naturelle sur les photos. On aurait dit qu'il jouait un rôle pour un public. Il y avait aussi des commentaires sur le compte personnel de Jacob qui semblaient étranges, comme « une autre semaine chargée, mais nous avons tenu le coup ». Ces déclarations semblaient destinées à convaincre quelqu'un, peut-être lui-même, que tout allait bien. Le prochain rassemblement familial n'a pas été mieux. C'était un autre barbecue chez nos parents, et les enfants de Daniel semblaient épuisés. Le plus jeune bâillait constamment, et l'aîné sursautait chaque fois que Daniel haussait le ton, même si ce n'était pas dirigé contre eux. Ils étaient également plus silencieux que d'habitude, interagissant à peine avec mes enfants. À un moment donné, Jacob et moi nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine, et il a laissé échapper que son aîné avait des difficultés à l'école. Ils avaient commencé à voir un thérapeute pour traiter son anxiété, mais Daniel pensait que la thérapie était une perte de temps et ne l'avait accepté que parce que l'école l'avait recommandé. Cela a immédiatement attiré mon attention. Après le barbecue, j'ai décidé d'enquêter davantage. J'ai contacté une connaissance commune qui travaillait dans l'école des enfants de Daniel. Elle n'a pas donné de détails précis, mais elle a mentionné que l'un des enfants de Daniel avait des problèmes d'anxiété, et qu'un enseignant avait exprimé des préoccupations concernant la pression qu'il semblait subir. En parallèle, j'ai repris contact avec l'ancienne amie de Jacob, qui m'a partagé d'autres histoires troublantes. Elle m'a dit que Daniel criait souvent sur ses enfants lorsque les choses ne se passaient pas parfaitement. Jacob lui avait confié un jour que le tempérament de Daniel lui faisait peur, mais qu'il ne se sentait pas capable de partir, car il n'avait aucune indépendance financière. Daniel a dû sentir que je faisais plus attention, car elle a intensifié ses attaques. Lors du dîner familial suivant, j'ai pris un verre de vin avec mon repas, un rare plaisir, car je bois peu. Daniel, opportuniste comme toujours, a fait une remarque bruyante sur le fait que j'avais toujours un verre à la main, et a plaisanté sur le fait que j'étais l'ivrogne de la famille. C'était ridicule, mais la manière dont elle l'a présenté donnait l'impression que j'étais un alcoolique. Je savais que ce n'était pas une simple plaisanterie, mais une autre tentative pour me discréditer devant la famille. J'ai commencé à me renseigner sur les lois concernant la garde des enfants et ce qui constitue la négligence ou les abus émotionnels. Ce n'était plus une question de vengeance, mais une réelle inquiétude pour mes neveux et nièces. J'ai commencé à tenir des dossiers méticuleux, chaque commentaire sarcastique de Daniel, chaque détail que je remarquais dans le comportement de ses enfants, et même les aveux subtils de Jacob. J'ai sauvegardé des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux et commencé à noter des choses que j'entendais lors des événements familiaux. J'ai envisagé de signaler anonymement Daniel aux services sociaux, mais j'ai décidé d'attendre d'avoir suffisamment de preuves solides. Je ne voulais pas risquer que mon signalement soit rejeté ou, pire, qu'elle en soit informée avant que je puisse constituer un vrai dossier. Le point de rupture.
Lors d'un autre rassemblement familial, Daniel était en pleine performance, parlant fort de son style parental comme étant la raison pour laquelle ses enfants étaient si bien élevés. Puis, sans prévenir, elle a annoncé que mes enfants finiraient probablement en maison de correction si je ne changeais pas ma façon de les élever. La pièce est devenue silencieuse. Je regardais mes parents, visiblement mal à l'aise, mais incapables de dire quoi que ce soit. Plus tard, une de mes cousines m'a pris à part et a avoué qu'elle pensait que Daniel était émotionnellement abusive envers ses enfants, mais qu'elle avait peur de parler à cause de l'intimidation de Daniel. Peu après, Jacob m'a envoyé un texto cryptique. Il s'est excusé pour le comportement de Daniel, le qualifiant d'inutile, mais quand j'ai essayé de répondre, il a rapidement fait marche arrière, disant qu'il n'aurait pas dû en parler et me demandant d'ignorer son message. Cela montrait clairement qu'il avait peur. Décision d'agir. À ce stade, je commençais à remarquer de plus en plus l'hypocrisie de Daniel. Malgré son image de mère exemplaire, elle travaillait fréquemment tard et laissait Jacob tout gérer à la maison. Les failles dans sa façade parfaite devenaient impossibles à ignorer. J'ai décidé qu'il était temps d'agir, non pas pour me venger, mais pour protéger ses enfants. Plus j'apprenais, plus il devenait clair qu'ils étaient ceux qui avaient besoin d'aide. Mise à jour 2, passer à l'action. Après le dernier rassemblement familial, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de me défendre et de commencer à agir. J'ai contacté un avocat spécialisé en droit de la famille pour discuter de tout, le comportement de Daniel, son intervention avec les services sociaux, et mes préoccupations concernant ses enfants. L'avocate a écouté attentivement et m'a donné des conseils clairs, documenter tout et me concentrer sur les faits, pas sur les émotions. Elle m'a également rassuré en disant que tant que je maintenais une parentalité irréprochable, les représailles de Daniel ne pourraient pas mettre en danger ma garde de mes enfants. Suivant ses conseils, j'ai commencé à contacter des membres de la famille et des amis qui avaient été témoins des crises de Daniel. Certains hésitaient à s'impliquer, mais d'autres, comme ma cousine qui s'était déjà confiée à moi, ont accepté de fournir des témoignages écrits. Chaque témoignage dressait un tableau clair, Daniel était contrôlante, prompte à la colère et méprisait les émotions de ses enfants. J'ai également repris contact avec une ancienne amie de Jacob, qui m'a fourni des captures d'écran des publications privées de Jacob datant de plusieurs années. Ces messages décrivaient les cris de Daniel, son refus de compromis sur les décisions parentales, et son isolement croissant. Découvrir les vérités. Une fois, j'ai proposé de manière désinvolte d'aider Jacob à récupérer les enfants à l'école. Il a accepté à contre-séhur, probablement submergé et ayant besoin d'un coup de main. En attendant les enfants, j'ai surpris une conversation entre son aîné et un autre élève. La fille mentionnait sauter le déjeuner parce que maman disait que je devenais grosse. Mon estomac s'est noué. Plus tard, j'ai doucement demandé à Jacob à ce sujet, et il a admis que Daniel était obsédé par les habitudes alimentaires des enfants, allant même jusqu'à retirer complètement les collations de la maison. Déposer un rapport. C'était le point de bascule. J'ai déposé un signalement anonyme auprès des services sociaux, détaillant tout ce que j'avais documenté. Je me suis concentré sur les enfants, leur anxiété, leur épuisement apparent et la pression malsaine que Daniel semblait exercer sur eux. Quelques semaines plus tard, les services sociaux ont effectué une visite surprise chez Daniel. Bien qu'ils n'aient pas trouvé de preuves de maltraitance physique, ils ont noté un haut niveau de tension dans le foyer et prévu un suivi. Quand Daniel a appris cette visite, elle était furieuse. Lors d'un dîner familial, elle m'a confronté publiquement, m'accusant d'être derrière le signalement. J'ai nié calmement, gardant une expression neutre, et elle a quitté la pièce en colère. Le reste de la famille est resté dans un silence gênant, mais j'ai remarqué que certains échangeaient des regards éloquents, ils commençaient à voir au-delà de l'image parfaite de Daniel. Mise à jour 3, l'escalade. Peu après, Jacob m'a rendu visite, visiblement bouleversé. Pour la première fois, il a pleinement admis que les abus de Daniel ne se limitaient pas aux enfants, elle le rabaissait constamment, le blâmait pour tout ce qui n'allait pas, et contrôlait chaque aspect de leur vie, y compris leurs finances. Nous avons commencé à élaborer un plan de sortie pour lui. Je l'ai aidé à ouvrir un compte bancaire séparé, caché de Daniel, où il pourrait commencer à mettre de côté de petites sommes d'argent. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Je l'ai également mis en contact avec mon avocate, qui lui a donné des conseils juridiques sur les étapes à suivre pour demander le divorce et la garde. Pendant ce temps, Daniel a intensifié ses attaques contre moi. Lors d'un événement familial, elle m'a menacé de s'assurer que je perde la garde de mes enfants si je ne restais pas en dehors de ses affaires. Ces menaces n'ont fait que renforcer ma détermination. Avec des preuves solides,
y compris un message vocal où Daniel insultait Jacob et critiquait ses enfants, nous avons pu démontrer la gravité de la situation. Mon objectif n'était plus seulement de protéger mes propres enfants, mais aussi de garantir que mes neveux et nièces aient une chance de grandir dans un environnement sain et stable. J'ai gardé mon calme, refusant d'engager le dialogue, mais j'ai pris mentalement note de l'interaction. Les menaces de Daniel étaient vides, mais elles montraient à quel point elle devenait désespérée. Un nouveau témoin apparaît. Vers cette période, un voisin de Daniel m'a approché lors d'un événement communautaire. Ils avaient entendu une violente dispute entre Daniel et son aîné, tellement bruyante que le voisin pouvait entendre chaque mot à travers leurs fenêtres fermées. Ils ont décrit le langage de Daniel comme intimidant et ont dit que cela les avait inquiétés pour le bien-être des enfants. Le voisin a proposé de fournir une déclaration si jamais cela était nécessaire, ce qui représentait une avancée significative. Le tournant. Lors d'un autre rassemblement familial, l'aîné de Daniel m'a pris à part pendant que les adultes étaient distraits. Ils ont admis avoir peur tout le temps et ne pas aimer rentrer chez eux. Quand je leur ai demandé doucement s'ils en avaient déjà parlé à quelqu'un, ils ont secoué la tête, terrifiés des conséquences. Il était évident qu'ils cherchaient désespérément de l'aide, mais ne savaient pas comment la demander. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de confronter Daniel directement dans un cadre neutre. Je lui ai exposé soigneusement ce que j'avais observé, l'anxiété de ses enfants, l'épuisement de Jacob et les rapports des services sociaux. J'ai tenté de raisonner avec elle, mais au lieu d'écouter, elle s'est enfoncée dans ses accusations, me qualifiant de destructeur de foyer et qui essayait de ruiner sa famille par jalousie. Il était inutile de discuter, alors je suis parti, sachant que son refus de reconnaître son comportement finirait par se retourner contre elle. L'escalade. Alors que le comportement erratique de Daniel devenait de plus en plus évident, de plus en plus de membres de la famille se sont rangés de mon côté. Ma cousine, qui gardait auparavant ses distances, a commencé à soutenir activement Jacob. Même nos parents, qui avaient tenté de rester neutres, ont commencé à intervenir pour aider les enfants, en proposant de les garder plus souvent et en aidant subtilement Jacob avec des petites tâches. Encouragé de toutes parts, Jacob a finalement pris une décision importante. Il a rencontré discrètement un avocat spécialisé en droit de la famille, qui l'a aidé à comprendre ses droits et ses options. Il a commencé à rassembler ses propres preuves, textos, emails et même des enregistrements de certaines crises de Daniel. Avec mon aide, il a construit un dossier de garde solide pour le tribunal. Le point de rupture. Lors d'un dîner familial, Daniel a complètement perdu son sang-froid. Tout a commencé par un petit incident, son plus jeune enfant a accidentellement renversé son verre. Cela s'est rapidement transformé en une dispute à plein volume. Elle a crié sur Jacob devant tout le monde, le qualifiant d'inutile, et a réprimandé ses enfants jusqu'à ce qu'ils pleurent. La pièce était morte silencieuse, tout le monde trop stupéfait pour parler. Jacob s'est levé, a pris les enfants et est parti sans dire un mot. Après cela, il n'y avait plus de retour en arrière. Jacob a finalisé ses plans pour partir et a commencé à préparer les papiers légaux pour demander le divorce et la garde complète des enfants. Pendant ce temps, j'ai compilé toutes les preuves qu'il avait collectées, ainsi que mes propres notes, pour créer un dossier complet contre Daniel. Mise à jour 4, le processus judiciaire. Le tournant est arrivé lorsque Jacob a officiellement déposé une demande de divorce et de garde complète des enfants. Les documents légaux décrivaient tout, abus émotionnels, comportement contrôlant et environnement familial toxique. C'était l'aboutissement de mois de planification, de collecte de preuves et de détermination silencieuse. Daniel a été prise au dépourvu. Fidèle à elle-même, sa première réponse n'a pas été de se remettre en question, mais de se venger. Elle a immédiatement tenté de bloquer l'accès de Jacob à leur compte bancaire commun. Il l'a découvert lorsque sa carte a été refusée alors qu'il essayait d'acheter des courses pour les enfants. Heureusement, nous avions anticipé ce mouvement. Jacob avait déjà ouvert son propre compte avec l'aide de mon avocat, et je suis intervenu pour couvrir ses dépenses immédiates jusqu'à ce que tout soit réglé. La contre-attaque de Daniel. Daniel a ensuite lancé une véritable campagne de diffamation contre Jacob et moi. Elle a appelé des membres de la famille et des amis communs pour raconter sa version des faits, affirmant que la demande de divorce de Jacob était un mensonge orchestré par moi par vengeance. Elle se présentait comme une mère stricte mais aimante, et décrivait Jacob comme trop émotif pour gérer la parentalité. Cependant, la plupart de la famille avait déjà vu son vrai visage. Les personnes importantes ne croyaient pas son récit. Lorsque les procédures légales ont commencé, l'avocat de Jacob a frappé fort. Les preuves étaient accablantes,
témoignages d'enseignants ayant remarqué l'anxiété des enfants, capture d'écran des plaintes privées de Jacob concernant le comportement contrôlant de Daniel, et documents des services sociaux décrivant la tension émotionnelle dans le foyer. La défaite de Daniel. Daniel a tenté de riposter en déposant sa propre demande de garde, accusant Jacob d'être un père inapte. Elle a même essayé de m'impliquer, affirmant que j'orchestrais tout par jalousie. Mais c'était risible, et cela montrait à quel point elle était désespérée. Le moment le plus puissant est arrivé lorsque les enfants ont été interrogés par leur tuteur nommé par le tribunal. Les deux ont dit qu'ils se sentaient plus en sécurité avec Jacob et ne voulaient pas vivre avec Daniel à plein temps. L'aîné a même mentionné les crises de colère de Daniel et leur impact. Ces témoignages ont renforcé le dossier de Jacob et clarifié que cette affaire n'était pas qu'un simple divorce, mais une question de protection des enfants. Daniel, perdant de plus en plus pied, a même perdu son sang-froid lors d'une audience, criant sur Jacob et s'emportant contre le juge. Cela a scellé son sort. La décision finale du tribunal a accordé à Jacob la garde principale des enfants, offrant enfin un avenir plus stable pour eux. J'ai gardé mon calme, refusant de répondre, mais j'ai pris mentalement note de l'interaction. Les menaces de Daniel étaient vides, mais elles montraient à quel point elle devenait désespérée. L'émergence d'un nouveau témoin. Vers cette période, un voisin de Daniel m'a approché lors d'un événement communautaire. Ils avaient entendu une dispute violente entre Daniel et son aîné, si forte qu'ils pouvaient entendre chaque mot à travers leurs fenêtres fermées. Ils ont décrit le langage de Daniel comme intimidant et ont exprimé leur inquiétude pour le bien-être des enfants. Le voisin a proposé de fournir une déclaration si jamais cela était nécessaire, ce qui représentait une avancée significative. Le tournant décisif. Lors d'un autre rassemblement familial, l'aîné de Daniel m'a pris à part pendant que les adultes étaient distraits. Ils ont avoué avoir peur tout le temps et ne pas aimer rentrer chez eux. Quand je leur ai demandé doucement s'ils en avaient parlé à quelqu'un, ils ont secoué la tête, terrifiés des conséquences. Il était clair qu'ils cherchaient désespérément de l'aide, mais ne savaient pas comment la demander. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de confronter Daniel directement dans un cadre neutre. Je lui ai exposé ce que j'avais observé, l'anxiété de ses enfants, l'épuisement de Jacob, et les rapports des services sociaux. Au lieu d'écouter, elle s'est enfoncée dans ses accusations, me qualifiant de destructeur de foyer et jalouse essayant de ruiner sa famille. C'était inutile d'argumenter, alors je suis parti, sachant que son refus de reconnaître ses torts ne ferait que se retourner contre elle à long terme. Mise à jour 5, le jugement. Le verdict sur la garde est finalement tombé, et c'était tout ce que nous espérions. Le juge a accordé à Jacob la garde exclusive des enfants, citant des preuves accablantes des abus émotionnels et du comportement toxique de Daniel. Elle a été autorisée à des visites supervisées limitées et obligée de suivre des cours de gestion de la colère et de parentalité avant de pouvoir demander des visites non supervisées. Ce jugement était une reconnaissance claire des dommages qu'elle avait causés et une première étape vers la protection de Jacob et des enfants contre son contrôle. Les conséquences pour Daniel. Après le jugement, la réputation de Daniel, déjà fragilisée par son comportement en salle d'audience, s'est effondrée. La famille et la communauté, qui la respectait autrefois, ont enfin vu sa véritable nature. Même ses alliés les plus fidèles ont commencé à prendre leur distance. Sa façade de perfection ne tenait plus, et elle s'est retrouvée isolée et humiliée. Un nouveau départ pour Jacob et les enfants. Pendant ce temps, Jacob et les enfants ont commencé leur nouvelle vie. Il a emménagé dans une maison plus petite mais accueillante dans un quartier proche pour que les enfants puissent rester dans les mêmes écoles. Le changement a été immédiat, les enfants semblaient plus légers, plus libres. La thérapie est devenue une partie régulière de leur vie, et leur aîné, qui souffrait d'anxiété, a commencé à s'ouvrir davantage, à la fois à l'école et à la maison. Les répercussions familiales. Les membres de la famille qui avaient hésité à s'impliquer ont commencé à se manifester, s'excusant de ne pas m'avoir cru plus tôt. Bien que leurs excuses soient venues trop tard pour annuler les dommages causés par Daniel, elles représentaient un pas vers la reconnaissance de la vérité. La tentative de rédemption de Daniel. Daniel, incapable de lâcher prise, a essayé de reconstruire son image sur les réseaux sociaux. Elle publiait des photos mises en scène lors de visites supervisées avec ses enfants, accompagnées de légendes sur son amour pour la maternité. Mais ces publications ont été accueillies avec scepticisme, voire avec moquerie. Daniel a également tenté de me présenter des excuses lors d'un événement familial. Bien que je l'ai écouté, ses paroles sonnaient creux et n'effaçaient pas les années de douleur qu'elle avait infligées. Je lui ai dit clairement que ses actions étaient impardonnables.
Elle avait fait vivre l'enfer à Jacob, aux enfants et à moi-même, et aucune excuse ne pourrait effacer cela. J'ai été franc en lui disant que, bien que j'espère qu'elle puisse grandir et s'améliorer, je n'avais aucun intérêt à reconstruire une quelconque relation avec elle. Une réflexion sur le chemin parcouru. En réfléchissant à tout ce qui s'est passé, il est difficile de croire à quel point nous avons parcouru du chemin. Ce qui avait commencé comme une simple rivalité familiale s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Mais au final, justice a été rendue. Jacob et les enfants sont en sécurité, épanouis et enfin libérés du contrôle de Daniel. Ma propre famille a retrouvé la paix, et la famille élargie commence à se reconstruire. Bien qu'il reste un long chemin à parcourir pour tout le monde, je suis optimiste pour l'avenir. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression que nous avançons tous à notre manière, et sans l'ombre de Daniel planant au-dessus de nous.